L'image surgit sans aucun avertissement, comme si elle envahissait presque l'écran, floue, tremblante, comme si la vidéo avait été lancée par accident ou en plein milieu de quelque chose qui n'était pas prêt à être vu. Il n'y a pas de musique, pas d'introduction, pas d'explication initiale, juste cette scène brute, imparfaite, inconfortable. Le cadrage semble incorrect, la mise au point tarde à se stabiliser, et pendant quelques secondes, tout paraît déplacé, comme si la vidéo elle-même hésitait à révéler ce qui est réellement en train de se passer. Avant même que le moindre contexte ne soit présenté, une sensation étrange s'installe. Quelque chose ne colle pas avec l'environnement, ne suit pas le scénario invisible auquel l'esprit s'attend. C'est cette perception instinctive, presque physique, d'une rupture silencieuse de la normalité. Rien n'a encore été dit, mais l'inconfort suffit déjà à retenir le regard. Le spectateur sent, sans pouvoir l'expliquer, que cette scène porte bien plus que ce qu'elle montre. À mesure que les secondes passent, la mise au point commence lentement à s'ajuster, mais l'étrangeté demeure. Ce n'est pas seulement ce que l'on voit, c'est l'atmosphère qui se crée. Une tension contenue, un silence lourd qui suggère que quelque chose est sur le point de se produire. Cela ne ressemble pas à une erreur technique, mais à un choix, comme si ce début confus faisait partie d'un tout plus vaste, une préparation subtile à un moment qui va défier les attentes et démanteler des certitudes. Sans le moindre avertissement formel, la vidéo force celui qui regarde à abandonner sa position confortable d'observateur passif. Elle invite, ou plutôt pousse, le spectateur à entrer dans la scène, l'obligeant à faire attention, à observer les détails, à se méfier de ce qui est sur le point d'être révélé. Et à ce stade, même sans comprendre totalement le contexte, une chose devient claire, rien ne se déroule comme cela devrait, et c'est précisément pour cela qu'il est impossible de détourner le regard. Le cadre les uns après les autres, comme des publications répétées dans un fil infini qui ne s'arrête jamais. Muscles symétriques, poses familières, mouvements presque automatiques. Tout semble suivre un modèle invisible, comme si chacun répétait le même script, la même chorégraphie silencieuse, déjà vue des centaines de fois. Il n'y a pas de surprise, seulement la confirmation de ce que l'on s'attend à voir. La scène dégage une sensation de prévisibilité confortable, presque ennuyeuse. Chaque geste paraît répété, chaque regard calculé, chaque mouvement exécuté non par nécessité, mais par habitude et par exposition. C'est un défilé de formes sculptées, une vitrine vivante où l'esthétique prend le dessus sur toute histoire individuelle. Pendant quelques instants, tout se confond, comme si ces personnes n'étaient que de légères variations d'un même personnage. Mais soudain, sans avertissement, quelque chose brise cette séquence parfaitement alignée. Un détail hors norme traverse la scène de manière presque imperceptible au début, comme une erreur que le cerveau met du temps à traiter. Ce n'est pas flagrant, cela n'attire pas immédiatement l'attention, mais cela dérange. Cela ne correspond pas à l'environnement, ne respecte pas le rythme, ne suit pas le code silencieux de cet espace. Ce léger décalage suffit à fissurer l'illusion de contrôle. Le regard, jusque-là dispersé, se fixe. La sensation change. Ce qui semblait prévisible perd sa stabilité, et le spectateur comprend, sans pouvoir en identifier précisément la raison, que ce détail hors norme n'est pas là par hasard. Il porte la promesse d'une rupture, le début de quelque chose qui va défier l'ordre établi, exposer les vanités et transformer une scène banale en un moment impossible à ignorer. Le concierge entre dans le cadre sans demander la permission, traversant presque la scène comme une notification importune qui surgit dans un coin de l'écran au pire moment possible. Il n'interrompt rien de façon explicite, ne cherche pas l'attention, ne fait aucun bruit. Il est simplement là pour accomplir une tâche que tout le monde a appris à ignorer. Sa présence est traitée comme un bruit visuel, un élément du décor, mais pas de l'histoire principale. Personne ne réagit. Non pas parce qu'on ne l'a pas vu, mais parce que personne ne le juge suffisamment important pour réagir. Les regards glissent sur lui sans vraiment le voir, comme s'il faisait partie de l'arrière-plan, un élément jetable du paysage. Il n'y a ni curiosité, ni questionnement, ni attente. Il ne possède pas le type de statut qui suscite l'intérêt dans cet environnement, il ne correspond pas au modèle qui mérite l'attention. Le silence autour de sa présence en dit plus long que n'importe quel commentaire. C'est la confirmation d'une hiérarchie tacite, où certaines personnes n'existent tout simplement pas aux yeux des autres.
Et tandis que tous restent concentrés sur eux-mêmes, sur les miroirs et les performances soigneusement construites, le concierge occupe l'espace avec une naturalité presque provocante. Non par intention, mais par contraste. Il est là, invisible pour tous, et précisément pour cette raison, sur le point de devenir impossible à ignorer. Avant toute action concrète, avant tout mouvement visible, une certitude absolue surgit, presque automatique, sans demander de preuve ni de réflexion. Ce type n'a rien à faire ici. La conclusion se forme en silence, rapide et confortable, comme tant d'autres que nous formulons chaque jour sans nous en rendre compte. Elle ne naît pas de l'observation, mais de l'habitude, de l'association entre apparence et valeur, fonction et limite, présence et permission. Le jugement se produit avant le geste, avant la tentative, avant la moindre possibilité de surprise. Il s'installe immédiatement comme un réflexe conditionné, répété si souvent qu'il ne ressemble même plus à un préjugé, mais simplement à de la logique. C'est ainsi que cela fonctionne. Le cerveau choisit le chemin le plus court, ignore la complexité et clôt la question avant que la réalité n'ait la moindre chance de se manifester. À cet instant, tout est déjà décidé, même si rien ne s'est encore produit. L'histoire est écrite sans fait, le verdict rendu sans preuve. Et tandis que tous restent confortablement ancrés dans cette certitude silencieuse, personne ne réalise que c'est précisément ce jugement anticipé qui prépare le terrain du choc. Car lorsque l'action arrivera enfin, elle ne se contentera pas de contredire les attentes, elle exposera à quel point elles étaient fragiles et superficielles. Lorsqu'il saisit le balai serpillière, le temps semble hésiter un bref instant, comme si la scène avait perdu son rythme naturel. Ce n'est pas du suspense au sens classique, pas de musique qui monte, pas d'attente consciente d'un exploit. Ce qui apparaît, c'est autre chose, la confusion. Une rupture subtile, presque imperceptible, qui oblige le cerveau à ralentir pour comprendre ce qui ne va pas. Le geste en lui-même est simple, presque banal, mais quelque chose dans la manière dont il se produit ne correspond pas à la narration déjà construite. Cela ne colle pas au rôle qui lui a été silencieusement attribué, ne respecte pas la place que tout le monde avait décidé qu'il devait occuper. C'est un mouvement ordinaire, exécuté par quelqu'un qui, selon la logique de cet environnement, devrait rester invisible. Pendant un instant, tout semble désynchronisé. Le regard du spectateur met du temps à accepter l'image, comme s'il tentait de corriger une erreur qui ne devrait pas exister. Ce n'est pas de l'attente, c'est de l'inconfort, la sensation que la réalité vient de sortir du script. Et dans ce léger décalage, presque insignifiant à première vue, naît la certitude que quelque chose est sur le point de s'effondrer, non par la force, mais par le contraste. Le poids s'élève sans effort apparent, sans tension excessive, sans grimace, sans cri, ni demande silencieuse de validation. Il n'y a aucune préparation théâtrale, aucune pause stratégique pour attirer l'attention. Le mouvement se produit avec une naturalité dérangeante, presque indifférente, comme s'il ne s'agissait que d'une tâche simple parmi tant d'autres. Et c'est précisément là que tout commence à s'écrouler, parce qu'il n'y a pas de drame, pas d'annonce, pas de spectacle, aucune des chorégraphies familières qui précèdent les grands exploits. Il n'y a que la réalité brute qui s'impose, sans demander la permission, sans s'expliquer, sans s'adapter aux attentes de qui que ce soit. Le contraste est brutal. Tout l'environnement est construit autour de l'exposition, de la performance, du besoin constant d'être vu. Mais ce geste ignore totalement cette logique. Il ne cherche pas l'applaudissement, n'attend aucune réaction, ne tente rien de prouver. La force n'est pas annoncée, elle se manifeste, tout simplement. À cet instant, il devient clair que le choc ne vient pas du poids lui-même, mais de la manière dont il est soulevé, de l'absence d'effort visible, du calme presque offensant avec lequel la réalité démantèle tout un récit fondé sur l'apparence. Ce n'est pas un moment épique au sens traditionnel, c'est pire que cela. C'est un moment honnête, et pour ceux qui vivent du spectacle, l'honnêteté à nu est insupportable. Les visages changent avant même que les personnes ne réalisent consciemment ce qui est en train de se passer. La transformation est involontaire, presque instinctive. Les sourires de façade disparaissent en plein mouvement, comme si quelqu'un avait appuyé sur un bouton invisible. Les mâchoires se crispent, les sourcils hésitent, les regards auparavant dispersés se figent, prisonniers d'une image qui ne devrait pas exister. Personne ne réagit immédiatement, parce que personne ne sait comment réagir. Le scénario mental échoue,
Et avec lui disparaît la sécurité de savoir quoi ressentir. La situation ne rentre dans aucune catégorie connue. Ce n'est ni une blague, ni une mise en scène, ni un accident. C'est trop réel pour être ignoré et trop simple pour être expliqué. Pendant quelques secondes, tout le monde reste suspendu dans cet espace inconfortable entre le déni et l'acceptation. Le silence se répand, lourd, tandis que chacun tente de réorganiser intérieurement ce qu'il croyait être vrai. Il n'y a ni commentaire, ni rire nerveux, seulement la perception collective que quelque chose d'essentiel vient de se briser. Et le plus perturbant n'est pas ce qui s'est produit sous leurs yeux, mais la prise de conscience tardive que l'erreur se trouvait dans le jugement initial. Celui qui était prêt à rire garde maintenant son téléphone en suspens, figé entre deux décisions dont aucune ne semble correcte. Le doigt hésite au-dessus de l'écran, incapable de décider s'il faut filmer, baisser l'appareil ou faire semblant que rien ne se passe. L'intention initiale était claire, capturer l'erreur, l'embarras, le moment facile de moquerie. Mais la scène n'offre plus ce confort. La validation attendue ne vient tout simplement pas. Il n'y a pas de réaction collective qui autorise le rire, pas de signal social disant « tu peux te moquer ». Au contraire, le silence pèse, la gêne change de camp. Ce qui devait être du contenu devient un doute, et le doute devient de l'inconfort. Filmer maintenant, c'est s'exposer. Ranger le téléphone, c'est admettre, même intérieurement, que quelque chose a échappé au contrôle. La force de ce moment ne demande pas à être enregistrée, elle ne se prête pas à une consommation rapide. Elle interrompt, désarme, déplace. Et à cet instant, il devient évident que le plus grand choc ne réside pas dans l'action elle-même, mais dans l'absence totale de réaction. Car sans validation extérieure, chacun est forcé d'affronter son propre jugement, et tout le monde n'y est pas prêt. Il répète le mouvement, sans hâte, sans changer de rythme, avec la même naturalité que quelqu'un qui répète une tâche quotidienne, presque automatique. Il n'y a aucune volonté d'amplifier l'impact. La répétition a lieu parce qu'elle doit avoir lieu, pas parce que quelqu'un regarde. Et c'est précisément pour cela qu'elle n'impressionne pas, elle met mal à l'aise. Car répéter quelque chose d'extraordinaire avec une apparence de banalité détruit toute tentative de minimiser ce qui vient de se produire. Ce n'était ni de la chance, ni un hasard, ni un moment isolé. La répétition élimine les excuses avant même qu'elles ne soient formulées. Le silence s'approfondit. L'environnement, auparavant bruyant, semble se contracter. Chaque nouvelle exécution renforce le même message inconfortable. La force n'est pas une exception, c'est une routine. Et lorsque l'extraordinaire se présente comme une habitude, la gêne devient inévitable. Il n'y a ni applaudissement, ni réaction excessive, seulement la sensation collective d'être confronté à quelque chose qui contredit tout ce que l'on croyait savoir. Quelqu'un tente alors de reproduire le geste, pas par défi direct, pas par compétition déclarée, mais pour une raison plus profonde et silencieuse, récupérer sa dignité. C'est un réflexe presque automatique, comme si le corps cherchait à réparer les dégâts avant que l'esprit n'accepte la défaite symbolique qui vient d'avoir lieu. Aucun mot, seulement une décision précipitée d'agir. L'approche est différente, le mouvement n'est plus naturel, il est tendu, trop de préparation, respiration retenue, ajustement excessif des mains. Le poids semble désormais plus lourd qu'avant, non pas parce qu'il a changé, mais parce que le contexte a tout changé. L'effort apparaît immédiatement, visible, inévitable. Le corps lutte, tremble, résiste et échoue. Le poids ne monte pas, pas même d'1 centimètre. Le silence devient presque insoutenable tant il est dense. Il n'y a pas de rire, pas de remarque spirituelle, pas de réaction salvatrice. Juste l'évidence nue de la limite. Et la caméra, impassible, enregistre tout sans pitié. Non pas pour cruauté, mais pour honnêteté. Elle ne protège pas, ne coupe pas, ne détourne pas le regard. À cet instant, la tentative révèle plus que l'échec. Elle expose la véritable motivation du geste. Ce n'était pas une question de force, mais de statut. Pas de soulever le poids, mais d'effacer la gêne précédente. Mais la réalité ne coopère pas avec les récits de secours. Elle s'impose tout simplement. Et lorsqu'elle le fait devant tout le monde, il ne reste plus de place pour les excuses, seulement pour l'inconfort d'avoir été confronté à sa propre limite. Sans narration, sans explication supplémentaire, sans la moindre tentative de guider l'interprétation, une phrase nue apparaît à l'écran. Elle n'est accompagnée ni de musique dramatique, ni d'effets visuels. Elle est simple, directe, presque indifférente, et c'est précisément pour cela qu'elle frappe fort. C'est le genre de message que personne ne veut entendre parce qu'il démonte les défenses, mais que tout le monde comprend instantanément. Toutes les erreurs ne se produisent pas dans le corps.
certaines naissent dans la certitude. La phrase n'accuse personne en particulier, mais elle touche tout le monde. Elle ne parle ni de force physique, ni de technique, ni de performance. Elle évoque cet instant invisible où le jugement a été posé avant le mouvement, avant la tentative, avant que la réalité n'ait la moindre chance de se manifester. La véritable erreur n'était pas de ne pas soulever le poids, mais de croire avec une certitude absolue que cela ne pourrait jamais arriver. Le silence qui accompagne la phrase est lourd, presque gênant, car désormais il n'y a plus d'action pour détourner l'attention, plus de gestes à réinterpréter. Il ne reste que la compréhension tardive que la plus grande limitation ne se trouvait pas dans les muscles, mais dans la certitude confortable de savoir qui appartient ou non à certains lieux. Et lorsque l'écran s'assombrit, l'impact demeure. Non comme une leçon explicite, mais comme un malaise, parce que tout le monde a déjà été des deux côtés de cette erreur, et une fois que cette certitude est brisée, elle ne se remet jamais exactement en place. Pendant que tous tentent encore de digérer ce qu'ils viennent de voir, partagé entre surprise, gêne et déni silencieux, il retourne simplement à son travail. Il n'y a pas de pause pour absorber les réactions, pas de recherche de reconnaissance, pas même un regard autour de lui. Le moment extraordinaire se termine exactement comme il a commencé, sans annonce. La serpillière touche le sol avec la même naturalité qu'avant, décrivant des mouvements simples, répétés, presque mécaniques. Il n'y a aucune différence visible entre le geste qui a soulevé le poids et celui qui nettoie le sol. Tous deux font partie de la même routine, de la même logique silencieuse de quelqu'un qui accomplit ses tâches sans avoir besoin d'un public. Ce retour à la normalité est le coup le plus dur, car il confirme, sans dire un mot, que rien de tout cela n'a été fait pour impressionner. L'extraordinaire n'était pas un événement isolé, mais simplement une brève parenthèse dans une journée ordinaire. Et tandis que le bruit des poids reprend peu à peu, quelque chose reste déplacé, la certitude confortable de ceux qui pensaient exactement savoir ce qu'ils regardaient. Ils continuent de nettoyer, l'environnement tente d'avancer, mais pour ceux qui ont vu, rien ne redevient exactement comme avant. Aucune transition douce, aucun effet de clôture, il n'y a pas de musique épique pour guider les émotions, ni d'applaudissements pour adoucir l'inconfort. Le silence demeure absolu, presque volontaire, comme si la vidéo refusait d'offrir la moindre récompense émotionnelle. Tout ce qui reste est une dernière phrase, apparaissant seule dans l'obscurité. Simple, directe, impossible à ignorer. Elle ne demande pas d'attention, ne s'explique pas, ne se justifie pas. Elle apparaît et reste. Toutes les erreurs ne se produisent pas dans le corps, certaines naissent dans la certitude. La phrase résonne plus longtemps que la vidéo elle-même, parce qu'elle ne parle pas seulement de technologie, ni de réseaux sociaux, ni de fils infinis, elle pointe quelque chose de plus profond et de plus inconfortable, la responsabilité individuelle dans ce que l'on choisit de ne pas y voir avant de regarder. Lorsque l'écran reste noir, l'impact persiste. Il n'y a pas de scène suivante, pas de résolution visuelle. Seulement la constatation dérangeante que très souvent, l'erreur ne se trouve pas dans ce qui nous est montré, mais dans ce que l'on décide d'ignorer avant même de regarder.